Alors nous, on est un peu en avance. Là, il est 11h58. L'idée, c'est qu'à 12h05, on commence pour attendre que tout le monde se connecte et qu'à 12h55, je vous prévienne des 5 minutes restantes pour que vous finissiez votre présentation, les dernières questions. Et comme ça, par la suite, on enchaînera directement sur la conférence suivante après à 13h. Pas de souci, même si 12h55 sera largement suffisant. Sauf si question. Et à tout à l'heure pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, un format un peu particulier pour ce premier salon virtuel 112 Expo auquel la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France a le plaisir de participer. Je suis Alexandre Maillot-Ténési, responsable grand compte, au regard de la parfois difficultés techniques. Vous aurez surtout l'écran de projection et vous aurez moins mon visage. J'aurai le plaisir donc d'animer pendant 35 à 40 minutes et répondre à vos interrogations si vous en avez, considérant que nous sommes sur un sujet particulièrement sensible pour les prochaines années, la protection sociale complémentaire en fonction publique, et que ce sujet va nous amener tous ensemble, collectivement, jusqu'en 2026 pour la fonction publique territoriale, à travailler sur la complémentaire santé et puis un petit peu avant pour la partie maintien de salaire. Je salue en même temps, la présence de Serge Lacoste, qui est administrateur de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers professionnels au 10 de l'Allier et président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Allier. Sur une définition assez rapide, sans être trop pompeux, pour simplement qu'on soit tous d'accord, la protection sociale, on va la voir avec deux mécanismes principalement pour ce qui nous concerne. Premièrement, les prestations sociales, les remboursements de soins en santé, notamment. Donc, ce sont des prestations qui sont versées aux ménages et qui sont traduites par des prestations espèces. Je vous l'ai dit, les remboursements notamment en nature frais de santé et par exemple en espèces pour les prestations de retraite. Et dans une prestation sociale sur une logique d'assurance, je cotise pour obtenir des prestations. Je cotise en complémentaire santé. On reverra rapidement les modalités actuelles. Je cotise sur la complémentaire santé, j'ai un remboursement. Je cotise en prévoyance et je suis malheureusement en situation d'arrêt de travail, d'invalidité, de perte de retraite. Je peux bénéficier de prestations en concurrence de mon contrat. Mais la protection sociale revêt, vous l'avez vu aussi, tout ce qui va relever des prestations des services sociaux, d'une logique d'assistance, tout ce qui est adulte handicapé et autres, et la protection universelle pour les prestations familiales, sans même parfois cotiser. Alors aujourd'hui, la protection sociale complémentaire, elle existe en fonction publique. Elle existe particulièrement en fonction publique territoriale depuis 2011, le fameux décret 1474, suivi d'une circulaire en 2012 pour expliquer finalement aux collectivités ce qu'était réellement l'application qu'il fallait entendre par les textes. Et alors, principe fondamental, je le rappelle, c'est doublement facultatif. Les textes qui sont toujours en vigueur et qui continueront à être en vigueur aux prochaines publications suite à l'ordonnance du 17 février. Les textes sont toujours en vigueur, ils sont doublement facultatifs. La collectivité peut, si elle le souhaite, financer la santé et la prévoyance. Et l'agent s'il le souhaite, peut adhérer à des garanties, des contrats collectifs comme les conventions, qui ont fait l'objet d'une délibération de leur collectivité pour bénéficier d'une aide financière, d'une participation, d'une aide sociale, de la fait de diverses manières. Donc aujourd'hui, c'est doublement facultatif, c'est important puisque vous l'avez sans doute noté si vous êtes intéressé aux premières publications, ce sera simplement facultatif pour l'agent à compter de la mise en place en 2025 et 2026 pour la santé. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes risques que pour demain. La santé, la complémentaire santé, le remboursement des frais de soins du quotidien, en accident ou en maladie. La prévoyance en maintien de salaire, en invalidité, en décès. Peut-être même avec quelques extensions, rien n'est encore publié, donc soyons très prudents, quelques extensions sur des garanties comme la perte de retraite, éventuellement des rentes éducation, de la dépendance. On va être très prudent, on est pour l'instant sur un objectif simple pour le gouvernement, c'est le maintien de salaire, l'invalidité, le décès. Aujourd'hui, les montants dans le texte, donc le décret de 2011, sont résumés à 100% maximum de participation de ce que l'agent aurait payé en l'absence d'aide par ailleurs. Demain, ce qui changera, vous l'avez sûrement relevé encore une fois, il y aura un pourcentage qui ira de 20 en prévoyance à 50% en santé. Mais aujourd'hui, on est jusqu'à 100%.
décision de la collectivité, délibération de la collectivité, avec une modulation possible en fonction soit d'une charge de famille, soit des tranches de revenus de son agent. Les SDIS ont dû récupérer, et sans ambiguïté, depuis le décret du 8 novembre 2011, ont dû récupérer sans ambiguïté la gestion directe pour leur personnel permanent, les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs techniques spécialisés, ont dû récupérer cette gestion en interne et ne pouvaient plus, depuis 2011, déléguer au comité des œuvres sociales et autres associations sur leur fonds propres, avec des fonctionnements qui sont parfois un petit peu particuliers. Clin d'œil à Monsieur Minet, qui est agent du SDMIS et qui, au-delà de l'appellation SDMIS, fonctionne encore de manière un peu particulière avec le comité d'action sociale et culturelle, qui gère par délégation, mais dans un format très très spécial, l'aide sociale du SDMIS. Sur les participations, alors ce sont des déclarations des SDIS, donc à prendre avec d'abord des pincettes quant au nombre de SDIS qui ont pu ouvertement nous répondre avec gentillesse sur les montants engagés financièrement. On a une participation qui va de 5 € par mois sur le risque santé jusqu'à 376 € par an, sur des exceptions, et vous en connaissez peut-être plus localement. Sur le risque prévoyance, à partir de 1 € par mois, 12 € par an, et jusqu'à 314 € par an. Une fois pour les SDIS qui ont eu la gentillesse de le faire sur déclaratif, de nous répondre à notre enquête il y a encore quelques mois. Rappel des principes, donc doublement facultatif, je le disais, par 2 procédés. Ces 2 procédés sont aujourd'hui largement déployés dans les collectivités territoriales, au sein de nos services départementaux d'incendie et de secours, de nos services d'incendie, de nos services territoriaux, ou du service départemental et métropolitain pour toutes les diverses appellations. La labellisation et la convention de participation. Rappel simple en quelques points. La labellisation est perçue comme étant un libre choix de l'agent pour ses besoins à lui, ses besoins de sa famille. Ce qui veut dire aussi qu'en cas de mobilité, puisque dans la fonction publique territoriale, c'est une règle un peu plus affirmée, de changement de collectivité, pas simplement de changement d'établissement au sein d'une fonction publique d'État, de la fonction publique d'État par exemple. Donc en cas de mobilité, ça veut dire qu'avec la labellisation, mais la garantie qui a été choisie par l'agent, c'est une garantie qui le suit, et pas une garantie qui est propre à la collectivité. En revanche, côté collectivité, lorsque celles-ci ont décidé, lorsque les SDIS ont décidé de mettre en place une participation financière sur les garanties dites labellisées, risque santé ou risque prévoyance, et à ce moment-là, ça les oblige à gérer la multiplicité des organismes. Pour eux, ça veut dire, pour la collectivité employeur, le SDIS, ça veut dire de ne pas forcément maîtriser totalement les niveaux de garantie. Et on le sait par expérience, et vous le savez très certainement dans vos collectivités, vos SDIS, eh bien, il y a parfois une première demande qui est faite par les agents au niveau local, c'est de se renseigner auprès de son SDIS en disant qu'est-ce qu'il y a dans les contrats, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je peux trouver. Et pour les employeurs, c'est une vraie difficulté que de pouvoir répondre lorsqu'ils ne sont pas maîtres de toutes les garanties qui sont référencé par la Direction générale des collectivités locales, plusieurs dizaines de pages de contrats, pas d'organismes d'ailleurs, je rappelle, ce sont des contrats qui sont labellisés, pas les organismes. Donc le label, c'est ce qui est le plus presque, sans prendre parti, sans prendre position, qui est presque le plus simple pour les 2 parties que sont le SDIS et l'agence, c'est-à-dire vous choisissez librement votre garantie, votre organisme éventuellement qui proposera des garanties labellisées. Nous, l'établissement, nous avons fait le choix de financer soit sur la santé, soit sur la prévoyance, parfois même sur les 2. Lorsque vous justifiez de bénéficier d'une garantie labellisée, à ce moment-là, vous êtes directement destinataire d'une aide sociale versée principalement sur les bulletins de salaire, puisque ça fait l'objet d'avantages en nature et donc d'une fiscalité. Et puis, il y a la convention de participation qui a été très rapidement orientée sur le risque prévoyance, bien que certains SDIS l'aient aussi choisi pour le risque santé, mais orientée prévoyance, puisque la mise en avant et l'objectif pour la collectivité, c'était de dire je suis le payeur, l'employeur, la fonction publique, le payeur de salaire de mes agents. J'ai des règles qui me sont à la fois propres, mais aussi dictées par le pendant de la fonction publique d'État. On pourrait penser au décret de 2010 qui a trait à la suppression du régime indemnitaire en plein traitement pour la longue maladie et la maladie longue durée, donc le décret 2010-997. Eh bien, sur la prévoyance, c'est la convention de participation qui a été plus souvent choisie. Elle est maîtrisée dans ce cas-là. C'est un contrat qui est unique pour l'employeur. Il est connu de lui.
Donc les services, quels qu'ils soient, services ressources humaines, parfois assistantes sociales ou dans les SDIS, peuvent répondre plus simplement et plus facilement sur ce qu'il y a dans le contrat, puisque c'est encore une fois un contrat qui a été négocié par une procédure d'appel à concurrence par le service départemental d'incendie et de secours, donc qui répond à ces objectifs de couverture, parfois 100%, 95%, avec ou sans des risques comme l'invalidité, la retraite, parfois du décès, et quelques options de rente éducation. Quand il y a une convention de participation, n'oublions pas que le financement est obligatoire, c'est-à-dire que qui dit convention de participation dit souscription par un agent d'une des garanties de la convention égale financement obligatoire par la collectivité. Elle ne peut pas, au motif d'avoir mis en place une convention, considérer que cette simple négociation, ce simple contrat collectif suffit. Et donc, il faut impérativement que l'employeur mette de l'argent dans le pot et donc verse sur le bulletin de salaire une contrepartie financière de participation. La protection sociale complémentaire, encore une fois, arrivée en 2011 au sein des services d'incendie et de secours, en fait, arrivée en 2011 dans la fonction publique territoriale. Pour la petite histoire, elle était déjà en fonction publique d'État traduite depuis 2007. Et puis les pompiers ont été encore une fois un élément déclencheur dans pas mal de situations. En ce moment, la vaccination à grande échelle. Les sapeurs-pompiers étaient un cas particulier, si vous vous en souvenez, en remontant à juillet 2011. Le statut du pompier volontaire n'étant pas clairement défini, il a fallu, par la loi du 20 juillet, définir d'abord ce qu'était un sapeur-pompier volontaire plus précisément pour que le décret du 8 novembre permette à l'administration d'écrire que les agents des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels, les personnels administratifs, en l'espèce pour les SDIS, bénéficient d'une aide sociale, etc. Donc depuis 2011 seulement, c'est un enjeu de protection sociale, c'est un enjeu pour les SDIS, d'abord un enjeu de performance, puisque le service départemental, avec son maillage territorial, mais aussi son engagement vis-à-vis de la population, se doit d'avoir des ressources sur l'ensemble du territoire, encore une fois, les professionnels et les personnels administratifs en tant que personnel permanent, les pompiers volontaires, en tant que ressources, on l'appelle comme ça pour pas le qualifier d'agent direct. Donc un enjeu de performance, pouvoir être certain que par la mise à disposition de garanties de protection sociale, eh bien l'absentéisme soit réduit parce que une volonté en se couvrant d'aller vite dans la résolution d'une difficulté, d'une maladie ou d'un accident, toutes ne le sont pas évidemment pouvant être résolues rapidement. Une maîtrise budgétaire parce que moins d'absentéisme, ça veut dire aussi moins de remplacement, donc pas de double ou triple, de double salaire surtout, de double rémunération, donc une maîtrise budgétaire par moins d'absentéisme, et puis de la prévention puisque la participation à la protection sociale permet d'associer des organismes, quels qu'ils soient tenants ou non d'une convention de participation, permet d'associer les organismes à des actions de prévention à destination des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, par extension large, lorsque l'union départementale y est associée. Les enjeux de compétences et d'organisation, puisque la gestion par les SDIS et non plus par les comités des œuvres sociales, je l'ai dit, à l'exception du SDNIS parfois. Donc la gestion par les SDIS, la gestion intégrée, permettant donc une meilleure relation avec le ou les organismes de protection sociale, parfois en charge des conventions de participation, ou qui sont les plus prenants sur le nombre d'adhérents dans la collectivité, et qui permettent donc d'être plus performants dans la gestion des contrats et dans la relation avec ces organismes-là, de cohésion et de dialogue social, puisque les comités techniques associent les organisations syndicales à la discussion entre le choix d'un risque d'abord santé et prévoyance, d'une procédure, le label, la convention de participation. Donc, lorsqu'il y a le choix d'une convention de participation, eh bien, le comité technique devra se prononcer une seconde fois, et pas seulement phase initiale de choix du risque et de la procédure, mais convention de participation égale deuxième choix du comité technique, avec un peu plus d'implication dans le dialogue social et de cohésion, parce que c'est l'objectif parfois pour les SDIS de rassembler autour d'une thématique et d'engagement commun, d'amélioration de la qualité de vie. L'attractivité de fidélisation, alors là c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu éloigné d'une préoccupation première pour les SDIS, mais dites-vous que les services départementaux, les services d'incendie et de secours plus largement, pas seulement départementaux, sont en concurrence directe avec d'autres collectivités
Alors pas sur la qualité de sapeur-pompier professionnel évidemment, mais le sont principalement sur les personnels administratifs et techniques, puisque comme dans le privé, demain vous aurez possiblement un agent technique qui choisira un établissement, une collectivité qui participe financièrement de manière importante sur sa santé, son risque de prévoyance peut-être, qui potentiellement, c'est d'actualité, lui propose des jours de télétravail. Donc, les collectivités, les services d'incendie et de secours, à minima sur la partie administrative, je vous le disais, vont entrer en concurrence avec les autres collectivités et la protection sociale complémentaire devra être bien considérée comme un levier permettant, à un moment, à un agent de choisir une collectivité plus qu'une autre. Et c'est aussi un enjeu pour les personnels. Un petit passage, pardon, pour voir s'il y avait éventuellement des questions ou non, mais on les verra peut-être plus tard. Donc, pardon, pour les personnels. Un enjeu économique, puisque dans le cadre d'un arrêt de travail, avec selon la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 94% des salaires sont inférieurs à 1 785 € bruts hors prime. Donc une rémunération raisonnable, la fonction publique territoriale, notamment avec les catégories C, font partie des plus petites rémunérations. Des agents qui sont jeunes et en étant chargés de famille, dans le contexte délicat qu'on connaît, notamment du gel du point d'indice, mais ce sont des agents qui ont malheureusement besoin de se protéger en cas d'arrêt de travail pour être certains de ne pas mettre en péril leur fragile équilibre économique avec des ressources du foyer qui peuvent malheureusement en ce moment parfois faire l'objet d'une perte de travail pour un conjoint ou d'un chômage à temps partiel pour le conjoint, encore une fois. Donc l'objectif, c'est bien de sécuriser, un enjeu économique de sécurisation par une assurance, une bonne assurance. Alors assurance, vous voyez au sens large, ça représente un organisme mutualiste, donc je serai prudent, donc une mutuelle, un organisme complémentaire, santé ou prévoyance, pour assurer à la fois l'absence de reste à charge trop important, la réforme du 100% santé sur la partie complémentaire, sur la partie de maintien de salaire, le fait de ne pas perdre trop de rémunération. Tous les contrats à 100%, tous les contrats, ne sont pas nécessairement à 100% d'un maintien de salaire. Vous avez des services d'incendie et de secours qui parfois ont souscrit des contrats collectifs avec un niveau de couverture à 90% aussi. L'enjeu de bien-être, d'être en étant couvert, c'est un agent qui est bien dans son poste. Évidemment de traduire aussi rapidement, mais qui en tout cas est serein et rassuré, qui se sait protégé par les choix qu'il a pu faire et lorsque sa collectivité l'a aidé dans le cadre d'une convention. Il est rassuré et il est au moins détaché de cette difficulté-là quotidienne, de se dire et s'il m'arrive quelque chose, et si je suis contaminé, et si je me retrouvais dans une situation particulière, et si je ne pouvais pas demain venir travailler. Donc c'est important aussi de ce côté-là. Et enfin, pour la partie enjeu d'amélioration des couvertures, cette amélioration de couverture, elle est simple. Plus la collectivité va financer, plus le service d'incendie et de secours va financer la protection sociale, plus l'agent sera enclin à souscrire un niveau supérieur de garantie, que ce soit en santé, pour lui-même et avec peut-être plus de bien-être pour lui-même et sa famille, et sur la partie de prévoyance, avec notamment, au-delà du risque incapacité parfois qui était simplement couvert en disant que je couvre la maladie, puis moi après le reste, la validité, la perte de retraite, c'était tellement éloigné que ça n'est pas encore l'objet de ma réflexion. Eh bien peut-être qu'avec plus de financement, les agents seront enclins à se couvrir sur des risques bien plus éloignés. Le risque le plus éloigné pour un jeune étant donc la perte de retraite parce qu'il aurait cessé trop tôt son activité professionnelle. Donc gageons que la nouvelle réforme, les nouveaux textes permettent encore une fois d'accélérer cette amélioration de couverture. Alors on arrive à l'objet premier de cette conférence, mais qui pour autant n'est un objet projeté, 1er janvier 2025 pour la prévoyance, 1er janvier 2026, on le verra sur le calendrier pour la santé. La réforme de la protection sociale complémentaire, l'alignement voulu par les politiques sur le privé, par le public. Et pour les trois fonctions publiques, on détaille hospitalière et territoriale. Je vais plutôt échanger avec vous sur la partie territoriale, bien que sur quelques petits passages sur l'État et l'hospitalière pour bien voir la différence. Donc je le disais tout à l'heure, c'était doublement facultatif, c'est doublement facultatif parce que c'est toujours en vigueur le décret du 8 novembre 2011. Cela devient simplement facultatif
à compter de la mise en place officielle, sauf calendrier dérogatoire, donc c'est le 1er janvier 2022, faut pas l'oublier, il y a une dérogation pour 2025 et 2026 sur des risques, mais c'est le 1er janvier 2022 pour l'ordonnance en général. Cela devient simplement facultatif, puisque seul l'agent pourra adhérer ou non, dans le cadre global, on va parler après des accords obligatoires, pourra adhérer s'il le souhaite à une garantie labellisée ou à une convention de participation pour bénéficier de l'aide de son employeur, la participation du SIS. Donc, dit autrement et à l'envers, c'est la collectivité, le service d'incendie et de secours aura l'obligation, avec le calendrier, de financer la santé, la prévoyance, avec des montants de référence et des prestations qui ne sont pas encore aujourd'hui définies. L'ordonnance est du 17 février 2021 et elle indique qu'il doit y avoir un dialogue social dans les collectivités territoriales pendant 1 an, c'est-à-dire jusqu'au 17 février 2022. Certaines collectivités iront plus vite que d'autres. Et donc, on a 2 éléments clés qui sont déjà connus. 50% de la cotisation en santé d'un montant de référence avec des prestations minimum, potentiellement un panier de prestations qui serait équivalent au privé, c'est-à-dire l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2013. Et pour la prévoyance, seule la fonction publique territoriale est aujourd'hui concernée. 1er janvier 2025, 20%, mais là aussi d'un montant de référence et de prestations qui ne sont pas encore connues, qui arriveront potentiellement, probablement dans l'année, avant l'été peut-être, après l'été si le dialogue social au niveau national est engagé. Donc j'ai dit c'est simplement facultatif. C'est simplement facultatif, c'est-à-dire que la collectivité doit, l'agent peut, avec une variable introduite et qui va nécessiter, nous espérons, d'autres publications de textes, le principe d'une possibilité, en cas d'accord majoritaire entre la collectivité et les organisations syndicales en tant personnel, la possibilité d'un accord majoritaire rendant l'adhésion, y compris de l'agent, obligatoire. Donc c'est l'application de l'ordonnance pour la collectivité de manière obligatoire, c'est le premier point, ça c'était vu, c'est l'adhésion obligatoire dans des cas très particuliers qu'il conviendra encore une fois que les textes précisent. Il a déjà été indiqué dans l'ordonnance que des dispenses seraient envisagées, écrites, possibles. Rappelons que dans le cadre du privé notamment, ce sont les doubles couvertures par des mutuelles obligatoires, ou lorsqu'on a un conjoint déjà dans une entreprise privée avec une mutuelle obligatoire, on ne va pas faire cotiser les 2 conjoints ou les 2 familles chacun d'un côté. Il peut y avoir des motifs de dispense. Ceux-ci doivent être écrits en fonction de la mise en place et des modalités de mise en place, doivent être tout de même écrits pour que ces dispenses-là ne soient pas à discrétion simplement de l'agent ou du salarié du privé qui le souhaiterait, mais bien écrit et rédigé dans les textes. Donc c'est simplement facultatif. C'est donc santé-prévoyance pour les 3 versants, mais dans des conditions sensiblement différentes, puisque vous le voyez, sur la fonction publique territoriale, le socle minimum va être défini très probablement au niveau à minima de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, c'est-à-dire les mutuelles obligatoires en entreprise privée depuis le 1er janvier 2016, c'est-à-dire le remboursement de prestations optiques, dentaires, la prise en charge d'un forfait journalier de manière illimitée en cas d'hospitalisation et la couverture du reste à charge, la participation de l'assuré en reste à charge, dans certains cas, les 50 centimes de boîte de médicaments, ou les 2 € dans le cadre des franchises médicales par jour maximum. Donc 50% du montant de référence, là encore une fois, il n'y a pas de montant pour l'instant défini. Deux pistes semblent quand même se dégager. Une école avec le coût moyen d'une complémentaire santé qui serait à 30 € pour un agent seul. Ça paraît probablement envisageable aujourd'hui, donc ça c'est une première piste qui a été communiquée au travers de divers articles et de divers réseaux. Alors, je ne sais pas qui a un micro, je ne vois pas si Hugo est là pour éventuellement voir. Pardon, et la deuxième école qui est certainement un peu plus réaliste, une complémentaire santé qui serait de l'ordre d'une 60aine d'euros par mois de cotisation, ce qui voudrait dire que 50% d'un montant de référence pourrait par exemple représenter 30 € par mois. 30 € par mois sur un SDIS de catégorie C qui a 250 agents, donc 200 pros et 50 personnes administratives, bien avec 30 € de participation, 50% des 60, ça nous fait une participation qui est autour de 90 000 € par an.
Et pour ce SDIS qui passerait en catégorie A et qui se retrouverait avec un effectif donc de 1000 sapeurs-pompiers professionnels et 240 administratifs, eh bien, il a une participation à 30 euros qui est de 346 000 euros par an. Donc, vous imaginez que ce montant minimum va avoir une incidence directe sur les finances des SDIS. Et au-delà d'une simple incidence directe, pour les services d'incendie et de secours qui aujourd'hui, ou pour les collectivités qui aujourd'hui n'ont pas enclenché une démarche de participation au titre du décret de 2011, eh bien, ça veut dire qu'à l'horizon 2026 en santé, il va y avoir un financement important qui devrait être dégagé au titre du risque santé. Puis sur la prévoyance, c'est 20% pour la territoriale, un socle minimum de garantie, là aussi, qui n'est pas encore défini, mais ce sera l'incapacité à minima. Ce pourrait être éventuellement une combinaison d'incapacité et d'invalidité. Restera à voir ensuite le niveau d'indemnisation qui serait inscrit dans les textes, puisque vous pourriez avoir 100%, 95, 90, peut-être même descendre à 85%, mais le voir comme un socle minimum de garantie. Donc pour la territoriale, vous le voyez à l'écran, sur les deux risques, des socles minimums non définis, des participations financières. Évidemment, qui dit socle minimum n'empêche en rien la collectivité, le service d'incendie et de secours, d'aller au-delà. C'est le cas aujourd'hui, puisque vous avez, dans le cadre du décret de 2011, le texte indique que c'est jusqu'à 100% de la cotisation qui aurait été payée par l'agent en l'absence de participation par ailleurs. Vous voyez qu'on est passé de jusqu'à 100%, et là maintenant on dit 50 minimum ou 20% minimum sur la santé, sur la prévoyance, pardon. Donc on pourra aller par délibération bien plus loin avec éventuellement des modulations. Pour la fonction publique d'État et hospitalière, alors cas particulier du ministère de l'Intérieur qui jusqu'à aujourd'hui ne bénéficiait ou en tout cas ne faisait bénéficier à ses agents d'aucune aide sociale, bien le ministère de l'Intérieur va être le premier à devoir se lancer très rapidement dans cette démarche-là, puisque ce sera 1er janvier 2022, sauf vous le verrez dans le calendrier juste après, sauf cas un peu particulier. 50% sur la santé. En revanche, il n'y a pas de prévoyance qui soit aujourd'hui obligatoire en participation pour la fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, mais en cas d'accord collectif, comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité d'adhésion obligatoire de l'agent, et bien en fonction publique d'État comme hospitalière, si un accord collectif et majoritaire est signé par les organisations syndicales représentant le personnel et la collectivité, l'établissement, il pourra dans ce cas-là y avoir pour les hospitaliers la possibilité d'une prévoyance obligatoire. Alors dans le calendrier, vous le voyez, puisque nous sommes sur la partie territoriale qui nous intéresse tous plus. Donc 1er janvier 2025, pour la prévoyance, c'était écrit 31 décembre 2024 dans les premiers projets de publication. Donc 1er janvier 2025, ça y est, c'est officiel. 1er janvier 2026. Et pour les militaires, ce sera très très certainement 1er janvier 2022. Il ne semble pas qu'il y ait de modification, puisqu'il représente pour l'administration un corps particulier, et d'aucuns pensent même qu'ils seront obligatoirement couverts par simple décision. C'est écrit comme cela dans le texte, par décision du ministre ou de la ministre Escalité. 1er janvier donc 2024 pour la fonction publique d'État, avec un dispositif de transition entre 1er janvier 2022 et 1er janvier 2024 pour les fonctionnaires d'État, puisque avant que ce soit pleinement en vigueur, il y aura la possibilité, dans le cadre de l'aide, d'avoir une participation, jusqu'à 50% sur présentation d'attestation justificative, et ce sera précisé dans les circulaires et dans les décrets. Donc vous le voyez, 1er janvier 2025 pour la prévoyance, 2026 pour la santé, ce qui veut donc dire qu'encore une fois, et la territoriale, mais la territoriale en dessous, mais la territoriale, dites-vous que, souvenez-vous, pour ceux qui ont, celles et ceux qui ont déjà travaillé dans d'autres collectivités, ou dans d'autres fonctions publiques, en hospitalière aujourd'hui, il y a le CGOS, mais on ne sait pas ce que devient le centre de gestion des œuvres sociales. Il n'y a aujourd'hui dans la fonction publique hospitalière aucune participation, et comme dans certaines fonctions, dans certaines collectivités territoriales, il va falloir se mettre en ordre de bataille, puisque le financement, lorsqu'il s'imposera à date. Et ce ne sera pas un nouveau dispositif de transition qui sera mis en place. La transition, elle se fait dès maintenant pour viser 2025 en prévoyance et 2026 en complémentaire santé. Pour les agents qui, notamment, alors pour les doubles statuts, pour les SPV qui ont un statut de fonctionnaire par ailleurs, eh bien, ils vont relever directement de leur fonction publique d'origine pour être soumis potentiellement
pour ceux qui relèvent de la brigade et du bataillon en 2022, en 2024 ensuite pour ceux qui relèvent de l'État, et en 2026 il y aura la partie hospitalier. Donc un calendrier qui est déjà connu et dont on attend potentiellement plus rien de ce côté-là. Hein. Dans les prochains textes, c'est principalement sur la partie socle minimum et modalité. Alors sur les quelques réflexions à partager, et si vous le souhaitez pour échanger, donc les centres de gestion que certains et certaines connaissent aujourd'hui vont avoir un rôle d'accompagnant qui sera d'autant plus important pour les petites collectivités qui vont subir la réforme directement. Comme c'est le cas aujourd'hui, les textes devront aussi préciser si la charge de famille peut faire l'objet d'une majoration de l'aide financière. L'activité peut toujours être mieux-disante. En l'état, le label et la convention de participation existent pleinement dans l'ordonnance. Et donc, il est envisagé plutôt un élargissement des critères de la labellisation et comme vous le voyez, un peu plus de solidarité. Qui dit adhésion obligatoire dit forcément fiscalité. Ça a été dit aussi par l'administration, par Madame Monchelin en tant que ministre. C'est que si on oblige les collectivités à cotiser, à verser une aide, et si on oblige les agents à adhérer, eh bien il y aura, comme pour le privé, des incitations fiscales, peut-être même dans les mêmes conditions strictes que le privé, avec des déductions partielles de revenus imposables ou d'autres exonérations. Mais cette obligation, elle va poser une vraie difficulté en prévoyance, c'est que aujourd'hui, les contrats obligatoires dans le privé, dont je relève, ce sont des indemnités journalières qui sont fiscalisées. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui dans un schéma facultatif, où tous les contrats qui sont disponibles en collectif facultatif, en individuel par définition facultatif, eh bien la partie versée par les organismes complémentaires en prévoyance font l'objet d'une déclaration, dans les cases afférentes sur la déclaration de revenus annuels, mais ne font l'objet d'aucune fiscalité. Bien, demain, il faudra se poser la question, en fonction de la publication des textes, que cette obligation ait une incidence directe sur ce point-là. Nos chers retraités des collectivités qui aujourd'hui peuvent adhérer à la convention de leur dernier employeur, qui peuvent adhérer à des garanties labellisées lorsque les organismes, notamment mutualistes, encore une fois, c'est une sensibilité pour ma part, les organismes mutualistes font en sorte que, par des garanties viagères, on ne vous mette pas dehors passé un certain âge, qu'on ne vous majore pas de manière exponentielle les cotisations passé un certain âge. Eh bien, il faudra continuer à assurer la mutualisation et les prochains textes attendus là-dessus devraient aussi éclairer grandement les collectivités et les organismes, mais les collectivités pour qu'il n'y ait pas de difficulté à communiquer tant sur les actifs que sur les anciens. Et enfin, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis ici, les engagements vont être très très importants pour les services d'incendie et de secours, pour les collectivités en général qui ne sont aujourd'hui absolument pas dans une démarche de participation. Le seront d'autant plus quand on part de rien, c'est que la première étape, ce sera 20% en prévoyance tout de suite, et ce sera ensuite 50% en santé. Et ça ne sera pas une volonté de mettre 1 euro par mois pendant quelques années pour essayer de tester le système. Ce sera bien 20% en prévoyance 1er janvier 2025. Et ce sera ensuite 50% sur la santé au 1er janvier 2026. Alors on arrive au terme d'une présentation en 35 à 40 minutes rapide de l'état des textes et des publications. Il y a encore beaucoup de textes attendus, décrets fixant les garantie minimum, fixant les niveaux les cotisations type minimum permettant de calculer les 20 et les 50%. La collectivité pouvant toujours d'ailleurs être encore une fois mieux disante dans sa délibération. Mais il y a une difficulté particulière et là je souhaiterais, alors je sais pas comment est-ce que je peux donner la parole à Serge Lacoste. Serge Lacoste. Je suis là, Alexandre, c'est bon. Merci, donc Serge Lacoste, et je vais en même temps donc partager la dernière diapositive pour ouvrir une piste large de réflexion. C'est celle de nos sapeurs-pompiers volontaires dans ce schéma futur qui prévoit, bien pour l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et d'État, qui a déjà prévu les prochaines étapes de participation. Mais pour les pompiers volontaires, qui sont en nombre non négligeable dans nos services d'incendie et de secours dans nos territoires, bien, il y a ce vrai sujet de savoir comment ne pas créer un fossé particulier sur cette qualité-là. Je n'oublie pas, et Serge, je vais te passer la parole, je n'oublie pas qu'il y a
des sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires. Comme je vous l'ai dit, ils relèveront directement de cette ordonnance. N'oublions pas qu'il y a des fonctionnaires qui sont salariés du privé et qui bénéficient de l'obligation depuis le 1er janvier 2016 par leur employeur. Et vous avez encore une fraction centrale, un gros tiers de pompiers volontaires qui ne sont ni fonctionnaires, ni salariés. Et Serge, je te passe la parole sur une expérience et sur en tout cas un ressenti en tant que président d'Union pour cette équité sur le territoire. Merci Alexandre. Tu l'as évoqué, 200 000 SPV à peu près, 44 000 professionnels. Dans ces 200 000, tu as tous ceux qui peuvent être également donc fonctionnaires territoriaux ou autres fonctionnaires. D'ailleurs, ils peuvent être des 3 fonctions publiques, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faudra s'attacher à la marge à ceux qui ne seraient pas ou qui ne pourraient bénéficier d'une couverture. Alors après, ça sera certainement une volonté portée peut-être par le réseau, portée par les collectivités aussi, peut-être portées par les SDIS. Je ne sais pas quelles seront les possibilités qui nous seront offertes. Après, sur certains points, peut-être un apport des UD, peut-être des contrats portés par les UD. Je pense qu'il y a un vrai travail peut-être à anticiper, à mener sur le sujet. Après, alors moi j'en ai mené un, mais à titre, on va dire, un petit peu expérimental, mais qui ne prend en compte que la partie couverture décès toute cause, ou dans notre département, donc initialement, le décès toute cause était porté par uniquement le réseau associatif, et on a fait le choix de discuter avec le SDIS donc très dernièrement sur une prise en charge de cette assurance décès toute cause. Alors pour l'ensemble de nos personnels, que ce soit des JSP, des PATS, des actifs et des retraités. Donc une prise en charge à hauteur de 50% donc par le SDIS. Donc c'est quelque chose qui initialement n'avait pas été forcément pensé. On se posait la question justement entre faire un choix sur la partie assurantielle, comme on vient de l'évoquer, sur la complémentaire santé, et puis en fin de compte, moi j'ai fait le choix, j'ai demandé au directeur de prendre en compte l'ensemble de la composante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des PATS et des sapeurs-pompiers professionnels, il y a aussi des pompiers volontaires. Donc c'est pour ça qu'on a débouché sur cette mise en œuvre. Alors je sais pas après les possibilités que nous offrira la loi, si ça sera faisable ou pas, mais ça reste un sujet sur lequel on va devoir se pencher. Alors à la fois avec le réseau associatif, avec la fédération, mais également la mutuelle, bien sûr, puisque la mutuelle a forcément son analyse, cette capacité d'analyse qui nous manque parfois. Donc voilà ce que je peux en dire rapidement. C'est vrai que c'est un peu d'inconnu et c'est aussi de l'inquiétude pour les présidents d'union dont je fais partie. Merci Serge. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter le partage et éventuellement de répondre à quelques questions si tant est que nous puissions je puisse vous apporter les réponses, considérant encore une fois, et j'insiste, que seule l'ordonnance relative à la protection sociale et l'ordonnance relative au dialogue social sont sorties, seuls ces deux-là, et qu'aujourd'hui, ce sont des projections, des supputations que nous pouvons faire, mais qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre, encore une fois. Et s'il n'y avait pas de questions particulières, en tout cas, je vous remercie toutes et tous de ce moment d'attention et d'écoute pour ce nouvel enjeu de la fonction publique territoriale, qui nous intéresse encore une fois plus particulièrement. Et c'est un nouvel enjeu qui s'ouvre, et comme je vous l'ai dit, dans les 12 mois depuis la publication de l'ordonnance, le dialogue social doit maintenant être clairement ouvert dans les collectivités territoriales pour que l'application 2025 et 2026 ne souffre, lorsque les textes seront parus, d'aucun retard. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Il faut partager.